Nous sommes le 31 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La population appelée à juger de la qualité de l'information journalistique. Le CNC vient de mettre en place un numéro WhatsApp sur lequel tout Burundais peut transmettre son avis. Pour les professionnels des médias, cette mesure vient empirer l'état de la liberté et de la presse et de la liberté de la presse et d'expression. C'est impensable que le Burundi s'autofinance au budget de 2019 à 2020 à hauteur de 84% du budget national. Même les pays les plus puissants économiquement ont besoin des voisins pour aide. C'est selon le président du PARSEM. Vous allez le suivre dans ce journal. Plus que 3 semaines pour le début de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale entame ses préparatifs. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Page communication pour commencer. Le Conseil national de la communication vient de mettre en place un numéro qui servira de recueillir les critiques de la population par rapport aux nouvelles des radios et des télévisions. Nestor Wahumukundi, président du CNC, dit que cela est motivé par la volonté de donner l'occasion à la population de participer à la construction d'une presse libre et professionnelle. Suivez. Les médias sont au service de la population. Une relation de partenariat et de collaboration entre les deux s'impose. Cette relation d'interdépendance veut qu'il y ait une communication croisée en vue d'une gestion démocratique des médias et tenant compte des aspirations des communautés. Cela est d'autant plus important que la période électorale qui approche requiert la participation citoyenne de chacun. Et pour cela, les médias ont un important rôle à jouer. Fort de cette conviction, le Conseil national de la communication voudrait que la population apporte sa contribution à l'importante action des médias par le biais d'un regard critique mais constructif. C'est donc pour cela que le Conseil national de la communication a ouvert un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer des messages WhatsApp, des messages d'évaluation des prestations des différentes radios et télévisions œuvrant au Burundi. Ce numéro est 79 707 777. 79 707 777. Pour des raisons pratiques, on s'est d'abord focalisé sur la presse audiovisuelle. Il est souhaitable que ces messages soient axés sur des aspects qui laissent à désirer. Je voudrais bien éviter de longs commentaires ou malveillants au profit des messages brefs, précis et constructifs afin d'apporter votre contribution au renforcement d'une presse libre, professionnelle et responsable. La mesure de faire de la population juge de l'information journalistique est une aberration. Cette mesure vient empirer l'état dramatique actuel de la liberté d'expression. C'est l'analyse de Franck Kadé, expert en journalisme. Pour lui, cela rentre dans la ligne des menaces qui subit la population de la part des autorités. La mesure qui vient d'être prise par le CNC, le Conseil national de la communication, est dans la même ligne que le discours de menace de la part des autorités burundaises aujourd'hui à l'endroit de la population. Souvenez-vous, il y a à peine une semaine, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, disait à la population de Bubanza: si vous écoutez n'importe qui et n'importe quoi, ce qui va vous arriver, c'est exactement la même chose que ce qui est arrivé à Manassé Nzobonima ou l'ancien gouverneur de la province Bubanza, qui sont aujourd'hui en exil, pour dire que si la population ne suit pas les ordres du parti au pouvoir, ils vont connaître le même sort que ceux qui ont été contraints à l'exil, pour ne pas dire pire que ceux qui ont été naturellement éliminés pour cause d'opposition. C'est
Exactement la même chose pour les médias qui ont été canardés, la même chose pour les journalistes qui ont été tués et qui, pour la plupart, qui ont été contraints à l'exil. En parlant de cette manière à la population, en lui disant d'être juge de l'information, de dire que telle information est bonne ou mauvaise, c'est pour la contraindre en fait à venir dire aux dirigeants, à l'administration ou aux autres autorités que tel journaliste ou tel média a émis une information qui ne plaît pas du tout au pouvoir en place. Et celui qui ne le ferait pas, naturellement, connaîtra exactement le même sort des journalistes qui ont été tués ou qui ont été forcés à l'exil. Bien sûr, dans le contexte actuel où il y a les élections qui approchent, cela signifie que le média qui donnera la parole ou qui ira même dans le sens de ceux qui sont opposés au pouvoir actuel, court le risque que demain, après-demain, on envoie des jeunes Imbonerakure Koulé qui sont aujourd'hui qualifiés de milices par les Nations Unies ou des policiers ou encore des agents du service national de l'enseignement pour aller le traquer, le prendre et le torturer ou l'emprisonner ou pire, le tuer comme ils le font assez souvent. Et le journaliste, naturellement, s'il échappe à ces gens-là, pourra être contraint à l'exil. Et c'est exactement la même chose qui attend la même population, à qui cet ordre de juger si l'information est bonne ou pas aux yeux du pouvoir est exposé. C'était Franck Kadzé. Et maintenant, page économie pour poursuivre ce journal. Le gouvernement burundais ne respecte pas les principes de la démocratie. C'est la raison pour laquelle sa demande d'adhésion à la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a été rejetée. C'est ce que révèle Chanel Girumugisha, expert économiste. Selon lui, le rejet est une décision qui a été prise à l'issue d'une mission d'observation effectuée par des experts de la SADC au Burundi. Ce qui se dit officiellement, c'est que ce qui a été dit par le président namibien, qui est le président en exercice de la SADC, c'est que le Burundi devrait observer, devait se conformer aux idéaux de la démocratie. Donc, ce qui n'est pas le cas pour le moment pour le Burundi. Donc, c'est une décision qui a été prise à l'issue de la mission d'observation qui a été faite au Burundi. Et je me dis qu'après le rapport qui a été fait, la décision a été prise officiellement. Donc le Burundi, la demande du Burundi a été officiellement rejetée. Le refus essuyé par le gouvernement burundais d'adhérer à la SADC est une grande perte pour le pays. L'adhésion d'un pays dans cette communauté représente beaucoup d'avantages, comme la suppression des tarifs douaniers. Suivez encore une fois Chanel Girumugisha. Théoriquement, pour le peuple burundais, il y a beaucoup de conséquences politiques et de conséquences économiques. Parce que vous voyez l'adhésion d'un pays, par exemple, il y a des intérêts économiques et les intérêts liés à la suppression des tarifs, des barrières, à la suppression des droits de douane, au marché commun, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages économiques, beaucoup d'intérêts économiques. Mais ce qu'il faut se demander, est-ce que réellement le Burundi a toqué pour son entrée avec ces avantages derrière? Parce que pour moi, les mobiles étaient plus des mobiles politiques. Et donc je me dis que c'est bien sûr la population burundaise qui vient théoriquement de perdre, mais aussi ce sont les intérêts d'une poignée de personnes, des intérêts politiques qui étaient visés pour cette intégration. Encore sur la page économie, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances n'ont pas violé la loi pour promulguer une loi obligeant à la population de contribuer aux élections prévues en 2020 sans passer par le Parlement. Ils avouent qu'ils l'ont fait pour le bien de la nation. C'était à l'occasion des questions-réponses de Domitien Ndihokubwayo, ministre des Finances, avec les parlementaires concernant le budget du gouvernement de 2019 à 2020. Il précise en outre que le budget dont le gouvernement aura besoin sera plus important à cause de ces élections. Suivez-le.
muri seni bamaze kugira ibiharuro. Au sein de la CENI, les chiffres sont prêts. Je pense que bientôt, nous allons organiser une rencontre pour les travaux de finissage. Après, nous procéderons à la proclamation officielle de ces chiffres. Vous avez aussi dit que si vous essayez d'analyser le projet, vous voyez que le budget peut être revu à la baisse. La CENI, quant à elle, dit que le budget peut être revu à la hausse. C'est pour cela que nous allons voir ce qu'il faut faire. On souhaite qu'il y ait des élections crédibles et apaisées. Nous voulons une réussite dans ce travail. Pour nous, moi et le ministre de l'Intérieur, on n'a pas commis aucune faute. On n'a pas violé aucune loi. On a fait ce qui est bien pour la nation. Nous connaissons également le contenu de la Constitution. Cette loi n'est pas aussi contraire à la Constitution. La population va contribuer à sa volonté. Ce n'est pas une obligation. Je demande que si toute personne qui se trouve ici contribue à ces élections, je doute fort. Lorsqu'on parle du gouvernement, on dirait que c'est un monstre qui se trouve quelque part qui pourrait manger tout le monde. Oubliez que le gouvernement veut dire le peuple. Ishobora kurya bene gihugu ikabamara icibagira yuko ari bo bene gihugu nyene. C'est impensable que le Burundi s'autofinance au budget de 2019 à 2020 à hauteur de 84% du budget national. Même les pays les plus puissants économiquement ont besoin des voisins pour aide. Faustin Dikouman a dit que cela reviendra à la population qui sera obligée de payer beaucoup de taxes sans tenir de leurs moyens. L'État devrait plutôt renouer les bonnes relations avec ses bailleurs au lieu de compter sur une population misérable. On écoute. Depuis 2015-2016, il y a un langage qui dit la grande partie des recettes proviendra de l'intérieur, on va exécuter des programmes de développement, mais jamais on ne pense pas à donner un rapport d'exécution budgétaire détaillé pour évaluer les réalisations et l'origine de l'argent dépensé pour exécuter ces programmes. Jamais un rapport détaillé minutieusement qui nous prouve ce qu'on a pu réaliser. Et déjà, si on analyse les indicateurs de croissance, et un taux de croissance toujours inférieur à 1%, et la pauvreté qui continue à s'enraciner, les problèmes de l'éducation, tout ça, je crois bien qu'il faut faire une analyse objective. Si on dit qu'aujourd'hui, demain, on va augmenter le budget de 80 milliards, pourquoi continue-t-on à assister à des exigences de contribution dans la construction de certaines infrastructures, les infrastructures diverses, les stades, quoi. Pourquoi cette continuation à faire ça? Et ce langage d'indépendance économique vraiment devrait disparaître parce que même les pays plus développés qui nous assistent même les pays émergents n'ont jamais dit qu'ils ont atteint l'indépendance économique. De la page économie vers la politique, en synergie des médias Télé-Renaissance, RPA et Inzamba Gatekakawe, nous revenons sur la spoliation qui s'opère pour le régime en place qui rappelle celle de 72. Ces saisies des biens auront pour conséquence le démantèlement des familles et de la société burundaise en général, regrettent les experts en sociologie. Selon le professeur en sociologie Paul Nkunzimana, la politique capitaliste pratiquée par les dirigeants burundais depuis longtemps est l'origine de ces mauvaises gouvernances. Pour réparer les dégâts, il faudra d'abord changer la politique de gouvernance du Burundi. Évidemment, ici, je n'interviens pas sur l'aspect judiciaire de l'affaire, mais je pense que ce qui est au centre sont en fait des motivations d'ordre politique. Ce qu'il faut dire de manière générale, c'est que souvent on a tendance à dire que l'histoire se répète. En réalité, l'histoire ne se répète pas. Parce que, en fait, après 72 jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a eu toute une série d'événements. On se rappelle les événements de 87, 88, 93, 2000, 2015, etc., etc. Et il y a eu surtout l'événement important de 1986, à savoir la signature du gouvernement du Burundi des accords de Bretton Woods, donc avec la Banque mondiale et le FMI. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que la nature de l'État n'a pas changé, n'a jamais changé avec le changement de gouvernement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu et il y a toujours une continuité d'une politique avec les gouvernements différents. Donc, ce qui veut dire qu'on est au Burundi en présence d'une crise politique permanente. Il ne s'agit pas en réalité d'une sorte de cycle de vengeance. Donc, il s'agit d'une politique permanente
C'est-à-dire que même si les gouvernements ont changé, en fait, l'État, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire que la politique exercée par ces gouvernements s'inscrit dans une certaine continuité. Bien entendu, ceci a comme conséquence, à partir de ces expropriations dont vous parlez, il y a dislocation des familles concernées, puisque ces familles sont jetées dans une misère sans précédent, et ce qui, bien entendu, aussi engendre, disons, la dislocation de la société elle-même. Lorsque, évidemment, on analyse une situation, il faut, à chaque instant, il faut se référer aux faits fondamentaux, c'est-à-dire le socle même des événements politiques, culturels, etc., etc. Donc, le socle, la base même de cette politique, ce sont les rapports de la société, les rapports sociaux. Ce sont les rapports sociaux de production qui sont à la base des événements politiques. Donc ces rapports trouvent leur socle dans le capital, aujourd'hui dans la politique de l'impérialisme, c'est-à-dire notamment aujourd'hui toute sa politique fondée sur les privatisations, une politique qui est insufflée, qui est impulsée par la Banque mondiale et le FMI. Lorsqu'on aborde les questions de cette manière, c'est que, en réalité, on se borne seulement aux symptômes. On ne peut pas soigner les symptômes. C'est-à-dire que ce qui est posé centralement, c'est le traitement du fond, c'est-à-dire en fait, la crise chronique, la crise permanente qui frappe le pays, c'est-à-dire qu'il s'agit en réalité de rompre avec les plans du capital. Il s'agit de rompre avec les plans de l'impérialisme, avec ces fameux programmes d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne, et aussi la renationalisation de tous les secteurs qui ont été privatisés, et bien entendu la nationalisation de tous les secteurs stratégiques de la société, à commencer notamment par le secteur minier. Page sport pour clore ce journal. Plus que 3 semaines pour le début de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN démarre en effet le 21 juin en Égypte. L'équipe nationale de football du Burundi s'apprête, elle, a entamé sa tournée pour ses préparatifs. Ce dimanche, les Hirondelles s'envolent pour le Qatar avant d'aller en Tunisie et en Algérie. Pour le sélectionneur national, l'équipe est capable d'aller très loin dans cette phase finale. Pour Olivier Niungeko, commencer avec une grosse équipe comme le Nigeria constitue un avantage. Nous travaillons. Et plus nous avancerons, plus nous aurons soif d'aller plus loin. Parce que tous ceux qui vont à la CAN, ils vont pour chercher la coupe. Mais il y en a qui pensent aussitôt, il y a des équipes plus expérimentées. C'est vrai, il faut tenir compte de tout cela. Mais cela ne t'empêche pas de te battre aussi pour voir jusqu'où tu peux aller grâce à tes efforts. Et ce sera bien. Moi, je dis souvent, nous sommes dans les groupes. Le premier match, c'est avec le Nigeria. Mais ils ont bien fait pour nous de nous faire commencer par une équipe forte. Mais ce qui va nous aider aussi, ces matchs avec l'Algérie, la Tunisie. Il faut les intégrer parce qu'ils permettront à nos joueurs d'acquérir de l'expérience. Et nous, le staff d'encadrement, avec. Et quand on sera face au Nigeria, on dira, ils sont tous prêts. De leur côté, les joueurs rassurent également. Le capitaine des Hirondelles dit que l'unité des joueurs constitue leur force. Selon Seido Wirahino, tous les joueurs se connaissent de mieux en mieux. Pour lui, le respect et l'amour entre les joueurs est indispensable. Le plus important, c'est le respect. Un joueur qui joue pour son pays mérite du respect. Tu ne peux pas te dire, moi je viens d'Angleterre et eux du Kenya, et donc je vais être arrogant avec eux. Non. Et l'étape à laquelle nous sommes, c'est grâce à cette unité. Chacun aime et respecte l'autre. Et j'ai confiance en eux. Ils ont montré leur talent, et même s'ils n'ont pas fait l'école de football, ils nous ont fait arriver à la CAN. Donc ils savent jouer, on leur doit du respect. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.